Et tout de suite, Chloé et Christophe qui présentent la partie éducation populaire. Alors, au fur et à mesure de ce confinement, chacune et chacun d'entre nous a ressenti le sentiment qu'il y avait une nécessité, mais aussi plaisir, à maintenir le lien en cette période de distanciation physique. Alors, nous partons du postulat que nos aspirations à un monde différent, pour le fameux jour d'après dont on parle tant, pourront trouver expression à travers l'art. Un art dont l'exercice aurait vocation à être pratiqué par le plus grand nombre, dans un monde où le travail serait partagé par toutes et par tous, et où le temps serait dégagé pour l'élaboration d'œuvres de l'esprit. À travers les rencontres que nous allons vous proposer, nous découvrirons comment, d'ores et déjà, l'action culturelle peut s'inscrire de manière pertinente dans nos luttes, en prise directe avec l'actualité sociale. Dans cette rubrique culture, nous mettrons en lumière les initiatives des camarades de la CGT dans tous les domaines artistiques. Nous vous ferons découvrir, à chacun de nos rendez-vous, une initiative artistique originale, chaque fois différente, s'inscrivant dans l'engagement de ces militantes et de ces militants au sein de la CGT. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter donc Chloé, voilà, qui va nous parler notamment de son action au sein du collectif Symposio. Voilà, bonjour Chloé. Bonjour Christophe. Euh, Alors, tu voulais nous parler notamment du concept d'éducation populaire. Est-ce que tu peux préciser un peu ce que ça signifie? L'éducation populaire, ouais, c'est vrai que c'est par ça peut-être qu'il faut commencer. L'éducation populaire, en fait, il y a plusieurs courants, plusieurs façons de le voir. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Mais moi, je vais expliquer comment moi et au sein de Symbioso, on pratique l'éducation populaire. En fait, pour nous, c'est plutôt un ensemble de méthodes qui vont permettre la co-construction des savoirs, qui vont permettre de se former collectivement, d'échanger les savoirs, de mettre au même niveau tous les types de savoirs d'ailleurs, de ne pas en mettre en avant certains plus que d'autres. C'est aussi des méthodes qui vont permettre de faciliter les échanges pour pouvoir en fait mettre en lumière les rapports de domination et pour pouvoir ensuite mieux les combattre pour qu'on s'en émancipe individuellement et collectivement. En fait, l'éducation populaire, c'est de la politique. Des fois, nous, on rajoute toujours éducation populaire politique. On n'est pas censé le rajouter derrière, mais si on veut que les gens comprennent, il faut bien mettre ça en fait en lumière. C'est comment on valorise toutes les formes de culture et qu'on montre lesquelles sont peut-être dominantes et d'autres sont écrasées, et donc pour mettre en lumière un peu tous ces systèmes-là de domination, pour qu'on puisse, ensuite, le but est qu'on puisse agir pour les réduire, en fait. Alors toi, justement, qui es une militante à la CGT, comment tu mets en œuvre justement ce principe d'éducation populaire concrètement? Alors par plusieurs moyens. Déjà, quand on anime une réunion ou une assemblée générale ou un congrès, on va utiliser aussi ces méthodes pour… je prends toujours un exemple très simple, puisqu'on était sur l'égalité homme-femme, les hommes prennent plus souvent la parole, coupent plus souvent la parole. Et c'est comment on met quelques petites méthodes en place pour que les femmes puissent avoir aussi autant d'espace de temps de parole que les hommes, en fait. Et ça peut être ça dans une réunion, une assemblée générale, ou dans une action qu'on va construire. Et donc ça, c'est une des premières choses. Une des deuxièmes choses, c'est depuis le début de l'année, depuis le mois de septembre, avec le collectif Jeunes, on a décidé de remettre l'éducation populaire dans les bourses du travail. Et donc, on a commencé à faire ça en tout petit, c'est-à-dire qu'une fois par mois, un vendredi par mois, on invite une personne qui fait une conférence gesticulée, qui est une méthode d'éducation populaire. Et derrière, on fait un débat, mais à terme, on aimerait monter des ateliers de réflexion sur comment on agit sur différentes thématiques abordées dans ces conférences gesticulées. Après, au-delà de ça, on fait aussi des formations. Donc là, le confinement nous a malheureusement obligés à annuler une formation qui était sur la désintoxication de la langue de bois. On a tout un tas de mots qu'on nous bastine. Le plus classique, c'est collaborateur. Enfin, ça, c'est insupportable. Et on n'est pas des collabos. Les collabos, ça renvoie quand même à quelque chose. On est des travailleurs et des travailleuses. Et donc, ça, c'est un exemple. Mais il y en a plein de mots comme ça qui ont été envahis. Et notre pensée est construite par les mots.
Donc nous, on aide à voir comment on peut se désintoxiquer de cette langue de bois. Donc voilà, ça c'est un autre exemple. Et puis il y en aurait, pour l'instant, c'est ce qu'on fait au sein de la CGT. C'est vrai qu'il faut déconstruire tout le langage, toute la langue qui a été qui a été colonisée par l'idéologie dominante. Et il faut qu'on se le réapproprie parce que le langage, il appartient au peuple. Alors, moi, quand même, je voudrais que tu précises un peu ce concept de conférence gesticulée. Comment ça se met en place, quoi? À quoi ça ressemble? Alors, la conférence gesticulée, c'est une méthode d'éducation populaire. C'en est une parmi tant d'autres, c'est juste qu'elle est un peu plus visible parce que c'est un spectacle politique où une personne ou plusieurs, bon, la plupart c'est une personne, mais c'est encore mieux quand elles sont plusieurs, montent sur scène, se réapproprient la scène pour faire une conférence, mais pas une conférence dans le sens classique où on l'entend avec un expert qui a le savoir et qui déverse son savoir. Non, c'est une personne qui a aussi un savoir qui est un petit peu différent, ce que nous on appelle le savoir chaud, qui est son vécu. Et ça, on le met on le met très peu en avant. Et dans les conférences gesticulées, on va croiser ce savoir que la personne a, ou les personnes, si elles sont plusieurs, avec les savoirs un peu plus universitaires, pour pouvoir justement mettre en lumière ces fameux rapports de domination sur un sujet choisi, sur le sujet que la personne aura choisi. Mais ce qui est important dans les conférences gesticulées, c'est qu'en fait, il y a tout un travail en amont qui là est un vrai temps d'éducation populaire. C'est-à-dire que c'est plusieurs personnes qui vont aller dans une formation qui peut durer 12 à 15 jours. Et pendant cette formation, chacun va arriver avec son sujet et on va les décortiquer tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans son vécu, pour pouvoir en sortir ce spectacle politique qui ensuite va être diffusé. Et le but est aussi d'amener sur du pouvoir d'agir. Alors c'est un peu un grand mot, pouvoir d'agir, mais de pouvoir collectivement s'approprier ce sujet-là et voir comment on trouve des solutions d'action, de lutte pour combattre en fait du coup tous ces rapports de domination qui sont dans notre société. C'est bon, on y va? Vous êtes prêts? Oui. Ok, vous vous souvenez? Connaissez-vous l'histoire choubidoubidou de la petite mandarine choubidoubidou qui s'en allait un soir choubidoubidou au bal de sa copine choubidoubidou. Génial. Je sais pas si vous connaissez cette chanson. Apparemment, ou en tout cas, vous avez bien pris le truc en route. Moi, je l'ai apprise quand j'étais petite, quand je partais en colo. J'ai eu la chance de partir plusieurs années de suite en colo et ça a vraiment été des expériences géniales, quoi. Bah, déjà, il n'y avait pas mes parents. Je me sentais grande, autonome, je pouvais aller au petit déjeuner toute seule si je voulais. Puis on faisait plein d'activités et je me faisais de nouveaux amis. Et le mieux, il y avait les animateurs et les animatrices, quoi. Des adultes, mais en plus fun que les parents ou que les profs. C'est pas difficile. Mais en tout cas, avec eux, on pouvait avoir plein de discussions et sur des sujets même intimes, quoi. Et c'est sans doute ce qui m'a donné envie par la suite de devenir moi-même animatrice, puis directrice de colo. Et j'ai plus de 30 ans aujourd'hui. Oui, je sais, ça se voit pas. Oui, bon, passons. Et je continue l'été à partir en colo sur mes vacances en dehors de mon activité professionnelle. Parce que, en fait, je trouve que c'est un espace mais génial d'auto-organisation, d'émancipation, de partage et à qui on peut donner un véritable sens politique. Et donc, vous comprendrez bien au fil de tous mes propos, l'éducation, le rapport aux enfants tiennent vraiment une place importante dans ma vie. Mais c'était quoi à nouveau la suite des paroles là? En vrai, je m'en souvenais plus tout à fait, alors je suis allée voir sur l'internet. Et là, génial, bam, premier site sur lequel je tombe présente la chanson comme une comptine permettant d'apprendre les agrumes en chantant. Et les agrumes? Alors j'aime bien, hein, mais c'était pas vraiment pour ça que je voulais vous parler de cette chanson aujourd'hui. Parce que en fait, dans la suite de la chanson, la mandarine, elle rencontre un citron. Et là, ça fait, on reprend. Et pendant qu'ils dansaient, choubidoubidou, pendant qu'ils s'enlaçaient, choubidoubidou,
Le jeune garçon citron, choubidoubidouba, a eu un zeste déplacé, choubidoubidouba. Ouais, zeste, geste. Au final, la mandarine, elle se retrouve en cloque, elle met au monde une clémentine et on apprend les agrumes. Mais de quoi on parle là? Parce que, en fait, le citron, il a un geste déplacé. Il prend la mandarine par surprise, elle se retrouve enceinte. En fait, c'est la définition juridique du viol, ça. C'est une chanson pour enfants qui raconte l'histoire d'un viol. Et là, quand même, ça fait réfléchir. Parce que depuis que je suis petite, et en ayant été moi-même animatrice, hein, j'avoue, eh ben, j'ai chanté sur un air entraînant le fait que les petits citrons ils puissent avoir des zestes déplacés sur les mandarines. Et puis c'est pas grave, hein, va rien se passer. Enfin, des clémentines. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que dans la chanson, à partir du moment où la mandarine se retrouve enceinte, pof, le citron il disparaît. On s'en fout. Mon corps m'appartient. Ça, c'est un slogan des années 70 pendant la lutte pour l'accès à l'avortement et à la contraception. Mais en fait, c'était peut-être plus un espoir, un objectif qu'une réalité effective. Parce qu'aujourd'hui encore, notre corps ne nous appartient pas totalement parce que nous sommes des femmes. La société, elle porte un regard sur notre corps et elle nous amène à nous comporter d'une certaine manière. Ce que je vous propose cet après-midi, eh ben, c'est de partir de l'enfance pour s'arrêter à différentes étapes de la vie du corps des femmes et voir ce qui se joue socialement et politiquement. Alors oui, l'enfance, hein, où on apprend à être une petite fille, un petit garçon. Puis l'adolescence, un moment clé, hein, ce qu'on dit souvent dans la construction de l'identité. Mais où on va aussi apprendre que notre corps, il n'est pas seulement sexué, il est sexualisé. Et on arrivera à cette question plus lointaine de la maternité. Merci Chloé. Voilà, on voit un peu mieux de quoi il en résulte. Eh bien, la vidéo est finie pour aujourd'hui. Vous voyez défiler à l'écran en bas le numéro vert que vous pouvez appeler si vous avez des questions au niveau de votre rémunération ou de votre travail sur le droit et notamment la sécurité dans cette période de confinement. Et on se retrouve bientôt et on n'oublie pas, donc, confiné mais pas résigné.